Voilà. Moi, je vais aborder je vais aborder le problème des masques à l'école élémentaire, à l'école maternelle et l'école élémentaire, donc l'école primaire en fait. Vous savez qu'on nous a dit longtemps que cette pandémie ne touchait quasiment pas les jeunes enfants. Et puis maintenant, avec le variant, on nous dit que bon, finalement, il serait vecteur en fait, de transmission. Où est la vérité? Il y a beaucoup d'incertitudes. On nous dit des choses et puis certains autres contestent. Alors, toujours est-il que depuis qu'on a imposé le masque, avant de l'imposer, on avait d'abord fait une sorte de classe en distanciel qui n'a duré que quelques semaines, heureusement en France pour les élèves de primaire. Aux États-Unis, c'était 1 an. Nous, heureusement, c'était quelques semaines de distanciel, en distanciel, avec des conséquences dont je vais parler juste après. Mais le gros problème, c'était celui du masque. C'est-à-dire qu'on impose aux élèves de porter un masque toute la journée. Alors vous imaginez bien, pensez donc, nous adultes, la difficulté qu'on a à supporter un masque toute une journée. Alors pour des enfants, naturellement, c'est pire, c'est quelque chose de dramatique. Le cours préparatoire, donc ces élèves qui portent le masque, y compris en récréation. Alors avec un système, on a imposé aux enfants aussi de les mettre en récréation pour empêcher un brassage de classe, c'est-à-dire qu'on a divisé les cours de récréation dans des zones dans lesquelles on mettait telle classe, telle autre classe à tel endroit, avec aussi des différenciations dans le temps, pour ne pas faire trop de brassage. En fait, c'est complètement stupide. Ces mêmes enfants se retrouvent à la cantine, et puis vous savez bien que le soir, dès 4h30, dès que les enfants sortent de l'école, on enlève le masque. Les frères et sœurs qui sont dans des classes différentes, qu'on n'a pas voulu brasser dans la journée, forcément se retrouvent ensemble, et tout ce qu'on a fait en fait dans la journée ne sert strictement à rien. En plus, on sait très bien qu'un enfant, dans la journée, il va toucher son masque, il va le retirer, il va le réajuster, il ne va peut-être pas le changer. Je ne vais pas l'embrimer parce que moi, des fois, je fais un mois avec un masque. Mais bon, pour vous dire que c'est vraiment la catastrophe absolue. Alors ça se traduit, beaucoup de pédiatres, de psychologues, de pédopsychiatres ont dénoncé ce problème, mais personne n'en a tenu compte. On n'a pas tenu compte de leurs avertissements, et donc on se retrouve avec des enfants qui sont en difficulté scolaire, des enfants qui ont des problèmes de santé mentale, santé psychique, et on a vu par exemple à l'hôpital Necker à Paris, l'hôpital pour enfants, des taux multipliés des taux d'admission multipliés par 6. C'est-à-dire on a mis des enfants en service pédopsychiatrique, un taux multiplié par 6 par rapport à une période ordinaire, normale. Donc ça pose des problèmes, mais ça pose aussi des problèmes d'apprentissage. Et là, c'est l'avenir des enfants qui est en jeu. Des problèmes d'apprentissage, pourquoi? Imaginez un enfant de cours préparatoire, c'est-à-dire l'âge, la classe dans laquelle on apprend à lire. Voilà des enfants qui ont un masque, leur maîtresse a un masque. Or, on sait, et vous le savez, que si vous avez des enfants de cet âge-là, ou si vous en avez eu qui étaient au cours préparatoire, que la maîtresse, c'est presque un dieu. Hein, la maîtresse a dit, la maîtresse a ceci, les parents ne comptent plus, c'est plus les parents, c'est la maîtresse. Or, il y a beaucoup de choses qui passent par du non-verbal quand on enseigne la lecture à des enfants. Vous avez des enfants qui sont timides, qui ne vont pas oser dire qu'ils n'ont pas compris, mais ça se voit. Une maîtresse qui enseigne au cours préparatoire, elle a l'habitude de ses élèves, elle sait reconnaître tout de suite sur le visage que l'enfant n'a pas adhéré, n'a pas bien compris. Et puis, il y a aussi l'aspect affectif. Un enfant va progresser en voyant simplement, par exemple, le sourire de sa maîtresse, qui montre sa satisfaction. L'enfant a acquis quelque chose, la maîtresse va lui sourire sans rien dire. Pour l'enfant, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas mesurer.
ça veut dire que c'est ça qui va aussi lui donner l'occasion de poursuivre son effort, de poursuivre l'envie, d'avoir l'envie de continuer à travailler et à faire plaisir à sa maîtresse. Or, tout cela, on ne le voit plus. Je ne parle même pas de l'orthographe. Imaginez une enseignante qui fait une dictée dans sa classe, il y a des problèmes d'articulation. Ça veut dire qu'un enfant va regarder la façon dont son maître ou sa maîtresse, où les mots vont être prononcés pour peut-être les orthographier correctement. Et tout cela, avec un masque, vous imaginez bien que tout cela disparaît. Et il y a le problème aussi, qui est aussi psychologique. Imaginez des enfants, alors je vais prendre les petits, ceux de maternelle, qui se retrouvent avec une maîtresse, donc masquée toute la journée. Voilà, des enfants qui se disent qu'il se passe quelque chose probablement de grave, même si on leur a expliqué, pour l'enfant, sur un plan psychologique, on est en train de leur faire peur. Or, tous ces éléments de peur, tous ces éléments qui sont d'anxiété, de stress, tout ça, ça joue sur le comportement d'un enfant. Et ça joue aussi sur sa façon de se comporter dans les apprentissages. Tous les psychologues, les pédiatres, les pédopsychiatres, tous ont dénoncé ces problèmes, mais on n'en tient pas compte. Alors ça devient vraiment dramatique. Alors naturellement, notre cher ministre Blanquer nous dit, mais il n'y a pas de conséquences, parce qu'on fait des évaluations, et ces évaluations donnent des résultats qui seront, comme d'habitude, corrects. Bon. Moi, j'ai pratiqué toute ma carrière des évaluations. Je peux vous dire que les évaluations qu'on fait dans l'éducation nationale n'ont strictement aucun rapport avec ce que les enfants eux-mêmes ont appris, ont acquis. Ce sont des évaluations qu'on peut qualifier de bidons, c'est ce que j'ai toujours qualifié dans ma carrière, des évaluations bidons qui sont faites pour avoir les résultats qu'on veut obtenir. C'est que vous avez conclure en minute. Je conclue tout de suite, donc simplement pour dire qu'il ne faut pas se fier à ce que dit ce ministre, parce que les évaluations sont faites pour obtenir les résultats qu'il veut obtenir et montrer que ça n'a pas de conséquences. Voilà, j'en termine. Merci. Enseignant au lycée professionnel. Voilà, donc je remplace Serge qui devait intervenir pour le niveau collège. Donc j'ai plus particulièrement parlé pour le lycée professionnel et rebondir un peu sur ce que disait Daniel, c'est-à-dire qu'effectivement l'éducation est viscéralement ancrée dans, on pourrait dire, ou noyée sous des directives ministérielles permanentes. C'est-à-dire qu'on l'a vu pour tout ce qui est réforme, pour les entrées par exemple à l'université, et maintenant depuis 2 ans, pour tout ce qui est restriction au niveau du Covid, ou de la Covid. Donc l'enseignant, je dirais, est relégué après son devoir de dispenser un savoir, effectivement, à celui de statisticien. C'est-à-dire que maintenant, on lui demande non seulement de dispenser des cours, de refaire ou de réapprendre à s'organiser autrement pour du distanciel, en même temps pour le présentiel, et de développer aussi des outils de notation et d'appréciation de manière ponctuelle ou en continu. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, les outils qui doivent s'adapter continuellement au niveau réel des étudiants sont quelque part une entrave à l'apprentissage où l'enseignant est maintenant plus un outil administratif et doit s'adapter en particulier à des statistiques pour que ce soit pour l'orientation scolaire ou pour les notations. Donc l'enfant, par là, comme le parent, se retrouve quelque part engoncé dans des contraintes de reproduction d'un schéma, on va dire, social et sans réellement pouvoir s'y extraire. Donc à partir de là, on retrouve ça déjà dès le collège, pour les classes de 4e, de 3e, où l'orientation est déjà prédéfinie, c'est-à-dire qu'on va demander, suivant les résultats scolaires, soit de l'orienter directement vers
un lycée général, un lycée technique ou un lycée professionnel, sans pour autant lui demander un réel avis. C'est-à-dire que les résultats scolaires sont de telle manière, définissent déjà sa carrière. C'est-à-dire qu'on va le diriger vers un diplôme qui, soi-disant, lui correspondent à un niveau. Alors, seulement le problème, c'est que à partir de là, l'étudiant qui va arriver en lycée professionnel va devoir s'adapter à une orientation qu'il n'a pas vraiment choisie. Et par là même, l'élan que l'enseignant va devoir insuffler à l'élève ne pourra pas se faire, parce qu'il ne sera pas motivé pour la filière qu'il aura choisie. Et ce niveau scolaire, finalement, va rentrer dans une, comment dirais-je, dans une perversion du système qui va lui représenter finalement un frein à l'accès à des formations. Que ce soit plutôt que de l'orienter directement vers une formation, on va dire, d'apprentissage, que ce soit pour le CAP, qu'il aurait pas pu choisir, le limiter finalement à un accès à une formation qui va le diriger peut-être finalement vers seulement un bac ou un bac plus 2 et dévaloriser quelque part le diplôme en lui-même. Et ainsi, comment dirais-je, son appétence particulière sera minimisée et on va retrouver ça, oui, comme je disais, au collège, au lycée. Et parallèlement, ce qu'on peut constater, c'est que cette évaluation des contenus, quelque part, vont être accentués par une baisse de l'abaissement des heures de cours qu'on peut voir depuis la réforme du PAN depuis 2018, par exemple pour le programme professionnel, où on est passé de 34h30 hebdomadaires de cours à seulement 30 heures. Et de 4 ans d'années d'enseignement à 3 ans d'enseignement. Donc finalement, cet abaissement du programme, des enseignements dispensés, amène, une fois arrivé sur le marché du travail, à une inadéquation du diplôme formant avec, avec un recrutement pour métier quelconque, que ce soit dans tous les secteurs d'activité, que ce soit de service ou autre. Et ce problème entraîne effectivement un problème de recrutement, que ce soit dans le milieu industriel ou dans le milieu du service, avec comme principal critère de recrutement pour la motivation et les compétences dans les domaines requis. C'est-à-dire qu'on retrouve maintenant de nouveaux bacheliers qui sont plus motivés pour le métier pour lequel ils ont été formés, et en même temps, ils n'ont pas le niveau adéquat pour pouvoir être employés et opérationnels directement. Donc après, on assiste ici à des recruteurs qui sont obligés de les former en interne ou alors une reconversion tout de suite après la formation à une réorientation. Ça peut passer par différentes possibilités, donc que ce soit, on va dire, via Pôle emploi malheureusement, ou une reconversion totalement autre à laquelle on n'est pas spécialisé. Donc voilà, je n'ai pas trop d'autres choses à dire, si ce n'est pour rebondir un petit peu sur ce que disait Daniel. Effectivement, la place du Covid, là, depuis 2 ans,
été un problème assez conséquent pour les élèves. On a vu des démissions d'élèves en cours de formation, que ce soit en seconde ou en première, qui ont été, ils ont subi un décrochage, ils ont été reconvertis dans d'autres domaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va quitter le lycée, on va se tourner vers le monde universitaire, je crois, et je vais tourner vers Cyril Martinez. C'est ça. Je suppose qu'on m'entend bien. Je vais essayer de m'astreindre 8 minutes, donc je prie aux universitaires qui seraient présents dans la salle de bien vouloir m'excuser, mais 8 minutes pour traiter la question de l'université et de la recherche, ça demanderait plus 8 ans que 8 minutes. Donc évidemment, je vais éluder certaines informations et profiter de ce qui a déjà pu être abordé. Si vous pouvez dire votre micro, pardon. On vous entend bien. Je vais profiter de ce qui a déjà été abordé pour survoler le sujet. Alors, avant de parler, de s'intéresser aux défis et aux enjeux que pose la question de la recherche et de l'université en France, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Il faut faire un état des lieux, et un rapide état des lieux permet de se rendre compte de l'état de dégradation assez important de l'université et de la recherche en France. Je vais prendre pour support une étude en particulier qui est qui est l'une des plus fiables, qui fait institution au sein du classement des universités à l'échelle mondiale, qui est le Center for World. Alors je vous prie de m'excuser, je suis doctorant en littérature française et non en anglais, donc mon accent peut rebuter, mais le Center for World University Rankings de 2021, dans lequel la France est absente du palmarès, c'est-à-dire que la France ne fait pas partie des meilleurs pays au monde en termes d'université, d'enseignement supérieur et de recherche. Alors, il existe également une autre étude, un peu plus laxiste sur les critères, qui est la célèbre étude chinoise de l'université de Jiaotong à Shanghai, et qui, elle, place la France en 3e position, mais les critères de sélection sont beaucoup plus laxistes que les critères organisés par l'université américaine. Donc, à partir de là, on voit que soit la France est absente du palmarès lorsqu'on choisit des critères beaucoup plus précis et beaucoup plus exhaustifs dans le classement des universités, soit elle est au 3e rang. Alors on pourrait se dire, c'est génial, elle est au 3e rang, pourquoi on va s'en plaindre? On est derrière les États-Unis et le Canada, qui sont quand même deux importants pays. Oui, effectivement, on pourrait se dire, c'est bien, 3e position, voilà, pour l'étude de Shanghai. Sauf que quand on regarde l'historique de la France, et je vais faire une rapide rétrospective de ce qu'était en tout cas la France en matière d'université et de recherche, la France était une véritable impulsion mondiale pour tout ce qui est innovation, recherche, formation, éducation. Ça a déjà commencé au XVIIe siècle avec Louis XIV et la rénovation de la Sorbonne, qui était déjà pour l'époque véritablement une innovation. Il y avait une forme de vision déjà à l'époque de formation, de technique, d'apprentissage qui étaient des nouveaux fondements pour l'époque, mais c'est surtout sous l'impulsion de Napoléon Ier qui a bâti en réalité les universités qu'on connaît aujourd'hui, les universités modernes, et notamment les classes préparatoires aux grandes écoles, les grandes écoles, donc Ulm, Lyon, la grande école de Lyon, la grande école d'Ulm, mais aussi évidemment les Cagnes et les Hippocagnes, parce que Napoléon avait donné ce nom-là parce qu'il voyait défiler les étudiants qui avaient des grosses jambes parce qu'ils travaillaient beaucoup, ils faisaient peu de sport, et donc il a employé le terme grec. Enfin bon, ça c'est pour la petite anecdote. Parce qu'en fait je sais que j'ai encore un peu de temps, donc je me permets de faire une petite anecdote. Bon, en tout cas, à quoi ça a conduit? Ça a conduit tout simplement à ce que la France soit vraiment pionnière dans le domaine de l'innovation. Elle a été un véritable symbole à l'échelle mondiale. Je vais vous citer quelques inventions qui ont été faites par la France et dont peu de gens savent en réalité que c'est la France qui est derrière ces inventions et qu'on utilise encore aujourd'hui, bien que modernisées. Alors, ça peut faire débat dans l'actualité, mais le vaccin contre la rage, bon, ça c'est le plus évident. La photographie et le cinéma vient des universités françaises et de la recherche.
notamment au travers des Frères Lumière. La machine à calculer, la calculette que l'on connaît aujourd'hui est une invention française, l'automobile est une invention française, les transports urbains, le service public donc sont une invention française, la télégraphie aérienne, la conduction électrique avec Ampère notamment, la géothermie et la chirurgie moderne. Bon, il y en a vraiment, je pourrais vous faire un inventaire à la Prévert, il en existe énormément. Mais ce dont on se rend compte, c'est que depuis la seconde moitié du XXe siècle, et plus particulièrement ensuite durant les années 2000, on se rend compte que l'enseignement supérieur et la recherche en France a considérablement chuté. Alors, les premières raisons à cela, et je pense qu'Alain reviendra dessus, donc je ne m'attarderai pas, mais c'est le bac qui est devenu de moins en moins exigeant et de plus en plus une formalité. C'est devenu de plus en plus une formalité. Juste les chiffres de 2021, et d'ailleurs Daniel en a parlé pour l'école primaire, c'est exactement la même chose pour le collège, c'est qu'en fait, on donne de plus en plus le bac pour dire, vous voyez, le contrôle continu, ça marche, et même dans les conditions de politique sanitaire, ça marche. Tout le monde a son bac, il n'y a pas de décrochage, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ben non. Non, parce que nous, en tant que chargés de TD notamment, on fait des tests de positionnement à nos élèves pour évaluer leur niveau. Donc déjà, il y a quand même une dissonance entre le fait qu'on donne le bac, mais quand même, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur conseillent aux enseignants de faire tester les élèves pour voir leur niveau. Donc s'ils ont tous les capacités, normalement, on n'a pas demandé aux professeurs de vérifier le niveau des élèves à leur entrée. Et donc, moi, en anecdote personnelle, j'avais donné un test de positionnement avec des questions de fin de CM2, début 6e à des élèves de licence 1. Identifier un sujet, identifier un groupe verbal, la morphologie verbale, est-ce que c'est au présent, est-ce que c'est à l'imparfait, voilà. Et je dirais que plus de 50% des élèves avaient moins de la moyenne sur ce test de positionnement. Donc il y a une dissonance évidente. Et donc le fait déjà que le bac, et je ne m'attarderai pas trop là-dessus, fasse rentrer n'importe qui, parce qu'il n'y a pas de sélection à l'université, mais on pourra en débattre ensuite, je pose les jalons, mais fait qu'en fait il y a un phénomène de massification, les universités n'ont pas les capacités d'accueillir tout le monde, dans la mesure où on accueille l'année prochaine 2,8 millions de nouveaux étudiants, alors qu'en 2000 il y en avait la moitié moins, c'est-à-dire 1,4 million. Donc on a doublé le nombre d'effectifs alors que les universités, il n'y en a pas de nouvelles, il n'y a pas de rénovation des universités. Et vous voyez d'ailleurs ces scènes qui ne sont pas des clichés en première année où les amphithéâtres sont bondés, les gens sont dans le couloir à attendre et à suivre le cours, à écrire sur le mur. Alors, et à côté de ça, bien sûr, les universités scientifiques sont désertées, alors que c'est là qui est le terreau de l'innovation, de la recherche, où sont faites les plus grandes inventions. Et donc à côté de ça, en fait, l'université, ça devient, elle prend le rôle de voiture balai, c'est-à-dire qu'elle va servir, voilà, on aspire tout le monde, et éventuellement ceux qui ont le plus de capacité vont aller dans les IUT ou dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de moins en moins d'innovation, de moins en moins de recherche, on n'a toujours pas... la France, qui a été justement le pays de Pasteur, etc., ne fait plus rien en termes de santé, de traitement, et on le voit aujourd'hui, on ne cherche pas, on ne fait plus de recherche scientifique. Et au-delà de cela, l'université, et je vais m'en arrêter là, l'université est de plus en plus dépendante des entreprises privées, puisqu'il y a une loi qui est la loi Edgar Faure de 1947 qui donne l'autonomie aux universités, mais en réalité c'est une autonomie de façade parce que l'université, du coup, comme elle n'est plus dépendante de l'État, va chercher de l'aide auprès des entreprises privées qui a une influence de plus en plus prégnante au sein des établissements, notamment dans le recrutement du personnel et même dans les enseignants aujourd'hui. De plus en plus d'enseignants venus du privé qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas le parcours qu'un enseignant de la République doit avoir, va dispenser des cours à des élèves d'université parce que sinon l'entreprise a des moyens de pression pour couper les liquidités des universités, donc les faire fermer ou réduire l'efficacité du travail. Et un dernier point, alors j'ai dépassé de 30 secondes, et donc je faisais le malin tout à l'heure en disant je vous prie de m'excuser. Finalement quand on parle on s'en rend moins compte, mais je vais faire vite. Le dernier point, c'est que comme il n'y a plus de recherche, d'innovation, vers quoi on va se tourner? Vers des recherches plus qu'on appelle des humanités. Et en réalité, on est en train de financer des doctorants et des thèses qui sont de plus en plus
alarmantes, où on parle de racisme systémique de la France, où on parle de lobby, LGBT, etc. Il y a des thèses, et donc moi j'en avais relevé une en fouillant mon sujet, que j'ai noté et que je vais vous citer pour vous dire à quel niveau on en est. Et on conclut. Et je conclurai là. C'est la haine anti-LGBT dans les contes médiévaux en France du 10e au 15e siècle. Voilà. Alors, ça ne suscite pas de commentaires supplémentaires. Je vais m'arrêter là et on reviendra ensuite. Merci Cyril. Le micro fonctionne. Oui, bonjour à tous. C'est bien effectivement de terminer sur une note d'humour, parce que la situation, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, comme on dit, elle est absolument catastrophique en réalité. Parler de notre système d'enseignement, en réalité, c'est constater et décrire un naufrage. Et c'est un naufrage où s'abîme, bien sûr, l'avenir individuel des jeunes gens que la nation confie à son école, mais tout aussi bien, bien sûr, l'avenir collectif de la nation. Au point que, en réalité, si rien n'est fait pour enrayer ce mécanisme du déclin, il y a fort à parier que la France continuera de s'enfoncer, que sa relégation parmi les nations se poursuivra, et par ailleurs, au niveau de la configuration de la société, que s'amplifieront les inégalités sociales. Mis à part quelques grandes écoles comme la rue d'Ulm, Cyril l'a cité, ou Polytechnique, quelques rares universités d'excellence, on pense à Paris-Dauphine, quelques établissements qui se situent à la marge du système, ceux-là même où c'est connu, les ministres de l'Éducation nationale, tout en œuvrant à la destruction de notre système d'enseignement, ne manquent pas de placer dans ces établissements leur propre progéniture. Mis à part les classes préparatoires aux grandes écoles, Cyril en a parlé aussi, eh bien tout dans le système français d'enseignement, tout ou à peu près, dysfonctionne gravement. Je ne reviens pas sur les classements internationaux qui objectivent ce sinistre, sur les multiples formes qu'il revêt, l'échec scolaire massif, l'effondrement du niveau et du sens critique, la disparition de l'autorité, la violence endémique qui gangrène tant d'établissements, toutes choses d'ailleurs qui sont étroitement corrélées. Je ne dirai rien non plus dans le temps forcément restreint de cette intervention sur ces causes, ni sur les responsabilités des gouvernements successifs, de gauche comme de droite du reste, sur leurs inspirations communes et leurs sombres finalités. Je vous dis simplement qu'observant ce naufrage depuis maintenant presque 30 ans, j'ai déjà plusieurs fois produit ces analyses auxquelles je me permets de vous renvoyer et qui sont publiées sur le site internet du pôle d'expertise des Patriotes. En réalité, je souhaiterais surtout m'arrêter sur le présent et prendre quelques instants pour tracer des voies de sauvetage de ce système qui est donc si sérieusement mis à mal. Le présent, le Covid a naturellement été évoqué à 2 reprises, eh bien c'est le coup mortel, je dis bien le coup mortel qui a été porté cette année au baccalauréat par le ministre de l'Éducation nationale actuel, qui aura été ministre tout au long du quinquennat. Le bac, certes, était très profondément dévalorisé depuis au moins le début des années 90, effet, je n'y reviens pas, je la mentionne simplement, pervers de la loi Jospin de 1989. Mais, même s'il était donc totalement vidé de sa substance, il subsistait néanmoins, jusqu'à cette année donc, en tant qu'examen national, anonyme et terminal. Toutes choses qui sont conditions de l'égalité dans l'octroi du diplôme. Eh bien, la réforme du lycée et du bac de Jean-Michel Blanquer prévoyait de mettre fin partiellement à ce caractère typiquement égalitaire et républicain. Le Covid a fourni au ministre l'alibi pour aller encore plus loin dans la destruction de ce caractère républicain de l'examen, puisque 82% de la note finale est passée en contrôle continu. Il faut bien que vous preniez la mesure de ce que, lorsque des évaluations se font en contrôle continu,
eh bien, c'est bien sûr l'égalité qui est battue en brèche, parce que la notation répond à des critères locaux, d'une part, parce que l'anonymat, qui est garant d'objectivité dans l'évaluation, disparaît, parce que les établissements ne notent pas tous de la même façon. On sait très bien qu'il y a des établissements extrêmement complaisants quand d'autres jouent davantage le jeu. Bref, passer le bac, et il y a fort à parier que cela se poursuivra, bien sûr, Covid ou non, la note du bac à 82% en contrôle continu, eh bien c'est en réalité porter un coup d'arrêt au bac. Le bac qui, pour mémoire, est une institution qui fut créée par le décret du 25 mars 1808 et qui a été, en tant que clé de voûte de notre système d'enseignement, eh bien, qui a contribué à en faire l'excellence passée. Cyril l'a évoqué par rapport à l'université, car il fut un temps pas si lointain, antérieur aux années 70, où notre école et notre université étaient parmi les meilleures au monde. Je prends quelques instants, je ne sais pas, je n'ai pas chronométré combien de temps il me reste combien ? 2 minutes seulement. Bon. Parce que c'est finalement ce que nous attendons et nous sommes aujourd'hui, nous nous rencontrons à l'occasion du 2e congrès des Patriotes derrière Florian Philippot, notre président, candidat à l'élection présidentielle. Eh bien, il faut bien sûr que nous envisagions comment nous nous y prendrons pour mettre en œuvre ce plan de sauvetage de l'école et de l'université dont elles ont tant besoin. Le premier impératif, je vais être obligé d'être très rapide, mais je me tiendrai à votre disposition dans les travées du Congrès pour répondre à des interrogations éventuelles. Le premier impératif, c'est bien sûr que l'école garantisse absolument une stricte égalité des chances. Or, pour que tel soit le cas, eh bien, il faut que beaucoup soit donné aux enfants dès les premières années de la scolarité. Et quand je dis beaucoup soit donné aux enfants, c'est tout particulièrement à ceux qui sont issus des milieux les plus défavorisés et qui ont donc tout à attendre de l'école qu'il faut donner le plus. Il faudra donc, bien sûr, reconstruire l'école primaire de sorte à s'assurer qu'aucun enfant ne sorte de l'école primaire sans maîtriser la lecture, l'écriture, le calcul, sans savoir compter et calculer. Le deuxième impératif, et Yawen n'est pas simplement un remplaçant, c'est vrai qu'il y avait, puisque nous fonctionnons à 4 intervenants, une hésitation, faisions-nous intervenir un professeur de collège ou un professeur de l'enseignement professionnel. Je dirais que le deuxième élément clé d'une réforme véritable, d'un plan de sauvetage, donc, de notre école, c'est de revaloriser la voie professionnelle. Car Cyril en a aussi parlé, il ne peut y avoir un système d'enseignement qui fonctionne qu'à la condition que celui-ci opère des sélections, mais une sélection bien sûr qui doit être juste. Or, pour que cette sélection soit juste, il ne faut plus qu'il y ait aucune filière de relégation. Il faut que l'orientation, Yawen en a parlé, soit une orientation à l'opposé de ce qui est le cas aujourd'hui, qui soit choisie par les enfants et qui ne soit pas une orientation par défaut. C'est la raison pour laquelle il faut que cesse d'être perçue la voie professionnelle comme une voie de relégation. Et c'est la conclusion. On va poser quelques questions à nos intervenants pour des questions de timing et des questions d'organisation. On ne va pas pouvoir poser de questions au public, mais je vous rappelle que, comme Alain à vélo, chacun de nos intervenants se tient à votre disposition pendant toute la durée du congrès pour répondre à vos questions si vous en avez. Dans l'attente, on va sélectionner quelques-unes qui pourraient peut-être vous intéresser. Je vais commencer la première pour qui veut s'en saisir. On a parlé de la valeur de l'éducation en France. Qu'en est-elle de celle de l'enseignant ? Est-ce que son prestige est-il perdu aujourd'hui? Est-ce que la rénovation du système éducatif, puisqu'on parlait de mesures pour sauver l'enseignement, ça ne passerait pas par une revalorisation de l'enseignant, tant en termes de prestige que salarial? Je laisse à qui veut s'en saisir la réponse à la question.
vous, Daniel? On va passer le micro. Ouais, Le micro est arrivé devant moi. Oui, alors donc, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, le dire en 30 secondes, c'est compliqué. Dévalorisation du métier d'enseignant, ça c'est une évidence et ça fait longtemps que ça dure. D'ailleurs, il y a eu une étude qui vient de sortir là, qui montre que les enseignants sont les moins bien payés en Europe. C'est sorti cette semaine, je ne sais plus, un petit peu récemment. Là, Blanquer va faire un geste puisque certains enseignants, certains, pas tous, vont avoir une augmentation de 29 €. 57 €. 57, c'est pour les premières et deuxièmes années. Les premières et deuxièmes années, on pourrait essayer d'attirer. Non, mais j'avais l'occasion, j'en ai discuté dans le cadre qui nous a amené tout à l'heure, j'en ai discuté avec un de nos adhérents. J'ai cité une anecdote. Moi, j'étais directeur d'école, j'ai eu une enseignante qu'on a dû virer, qui écrivait son nom, enfin le nom de son métier, professeur avec 2 F. Qui faisait des fautes là où les enfants n'en faisaient pas dans les cahiers, qui corrigeait en rouge et qui faisait des fautes là où c'était correctement écrit. On l'a virée, et puis j'ai appris quelques années plus tard qu'elle s'était représentée dans un autre département et qu'elle avait encore réussi son concours et qu'elle avait maintenant. Bon, ça c'est une anecdote, mais on pourrait en citer énormément, et c'est vrai que il y a tant de choses à dire que c'est compliqué en 30 secondes. Merci Daniel d'avoir répondu. J'ai une deuxième question. On a parlé du rôle républicain de l'école. Et l'école, effectivement, c'est la porte d'entrée vers la citoyenneté de la République. Aujourd'hui, quand on regarde les informations, on peut voir que l'école, c'est maintenant plus un théâtre de violence, éventuellement, trafic, communautarisme, des trucs comme ça. Est-ce que l'école est condamnée à subir cette réalité-là, ou est-ce qu'on peut agir, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour rénover l'école de la République? Oui, alors là, c'est à peu près le même problème que celui qu'a rencontré Daniel. Il est très difficile de répondre à cela en quelques secondes. Déjà, il faut distinguer, je pense, des causes exogènes à la violence scolaire, qui est une réalité, à une situation qui est propre aux établissements et que les établissements peuvent résoudre. Mais ce n'est pas exactement la question, je m'avise, en faisant cette remarque. Si en plus je réponds à côté, ça va être compliqué au niveau du temps. Bon, j'affirmerai vraiment, parce que c'est là aussi quelque chose à quoi je tiens, que l'école a une fonction assimilatrice. Nous sommes dans un mouvement politique qui sacralise ou valorise les principes de la République. Il en est un qui est celui de l'assimilation républicaine. Il y a une façon très simple et concrète de dire ce que c'est que la fonction assimilatrice de l'école, c'est que l'école doit fabriquer des citoyens. Doit fabriquer les citoyens, et quelle que soit, bien sûr, parce que c'est ça la conception républicaine de la citoyenneté, quelle que soit l'origine, la religion des enfants dont elle a la charge. Il se trouve que nous aurons l'occasion de réfléchir sur un programme, en tout cas nous avons des propositions à faire, que l'une des solutions pour fabriquer les citoyens, c'est de mettre en place un véritable enseignement civique digne de ce nom. Parce que, en lieu et place de l'enseignement civique, dans les années 80, Jean-Pierre Chevènement avait notamment revendiqué cet impératif, mais ça n'a accouché dans les faits, c'est pas la faute de Chevènement, c'est la faute surtout de ses successeurs, que de plaisanteries, les plus jeunes d'entre vous ont connu le CJS, les cours de morale républicaine, non de morale civique de Payon, et tout cela. Non, il faut un véritable enseignement, un enseignement à part entière, civique et juridique. Un enseignement à part entière, ça, je ne me fais pas de mots, ça veut dire avec des professeurs qui sont spécifiquement recrutés pour le dispenser. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà eu l'occasion de proposer la création d'un CAPES de droit, un horaire conséquent, une évaluation. Bref, il faut évidemment donner aux enfants des raisons de comprendre ce que sont les valeurs, les symboles de la République, leur donner des rudiments de droit constitutionnel, le fonctionnement des institutions, et je m'arrête là, parce que j'excède le cadre de la réponse. Merci Alain. Une petite dernière. Et après...
vais poser une dernière question et je vais me montrer un peu taquin avec nos intervenants. Avec ce que vous nous décrivez sur le cadre de l'école, qui est quand même dans un certain état de délabrement, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que vous ne pourrait pas étendre, par exemple, les expériences des écoles privées, hors contrat, tant qu'à faire? Il y a nombre de parents qui seraient intéressés par ces écoles-là et se disent que ces écoles peuvent leur fournir un cadre d'éducation plus conforme à leurs souhaits ou offrir à leurs enfants des meilleures perspectives d'avenir. Bon, alors je réponds également à cette question pour d'avoir beaucoup travaillé. Il est évident que une partie de la population est attachée à l'enseignement privé. Moi qui suis un pur produit de l'enseignement public, je n'en connaissais pas en quelque sorte personnellement les raisons, mais j'ai écouté, notamment j'ai eu une discussion assez longue avec la présidente de l'ADBEL, qui est l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, je crois, c'est la signification de l'acronyme, et qui m'a expliqué effectivement que les attentes des parents qui mettent leurs enfants dans l'enseignement privé sous contrat sont sensiblement, elle m'a permis de le comprendre, sensiblement différentes des attentes qu'il peut y avoir par ailleurs du côté de parents de l'enseignement public. Donc, bien sûr, il s'agira de préserver cette situation française de l'enseignement public, de l'enseignement privé. Il n'est pas question, bien évidemment, de reconduire la guerre scolaire. Nous ne ferons, pour les plus anciens d'entre vous qui en ont peut-être le souvenir cette fois-ci, nous ne ferons pas le grand spulène d'Alain Savary, le grand système public unifié, laïque d'éducation nationale. Bon, cela étant, je récuse évidemment absolument la provocation intelligente, la provocation, parce qu'on l'entend dire, selon laquelle, parce que cela se dit parfois dans certains milieux de gens qui sont très attachés à l'enseignement privé hors contrat, que l'enseignement public de toute façon est mort, qu'il faut le laisser mourir et qu'il n'y a de salut finalement que dans l'enseignement privé. Bon, l'enseignement privé c'est une spécificité, c'est plus de l'ordre de l'exception que de la généralité. Il n'est pas question du tout d'ériger l'exception en généralité. Nous croyons, sinon nous ne serions pas engagés en politique du reste, nous croyons en la réforme, nous croyons en l'État, en la volonté politique, et c'est cette volonté politique dont nous aurons tant besoin pour mettre en œuvre le plan de sauvetage du système scolaire dont je parlais dans ma première intervention. Je vais juste rajouter un tout petit commentaire par rapport à la question qui bien évidemment était volontairement provocatrice, mais il faut faire attention à cette rhétorique de c'est mort, donc on va placer le privé. C'est exactement la même logique pour le rail, pour voilà, tout ce qui est service public. Donc non, la France s'est relevée de défis tellement plus importants que l'éducation nationale, qui est un pilier de notre pays depuis des siècles et des siècles, bien évidemment, on va réussir à la redresser à condition d'avoir une politique globale d'un ensemble qui va permettre de relever ce défi, et ce sera justement l'objet du programme présidentiel que nous proposera Florian Philippot en 2022. Voilà. Moi, je vais juste ajouter un petit mot simplement concernant cette histoire, la question provocatrice un petit peu de l'école hors contrat. Je dis danger. Danger parce que j'en connais suffisamment de ces écoles hors contrat. Alors, attention, moi je souhaite que l'école soit vraiment de qualité, et ça n'est pas forcément ce qu'on pense dans l'école hors contrat. Il faut savoir que l'école hors contrat peut recruter des enseignants qui n'ont pas de formation. Ça, on ne vous le dit pas, on ne le dit pas aux parents. Vous avez des enseignants qui n'ont pas de formation. Vous avez des enseignants qui sont payés au SMIC, puisque l'école c'est l'école hors contrat qui va... Attention, quand on parle d'école hors contrat, il ne s'agit pas de l'école privée, de l'école libre, de l'école privée dont on parle actuellement. L'école hors contrat, c'est quelque chose qui est insignifiant au point de vue nombre en France. Il y en a très très peu. Mais ça veut dire donc recrutement d'enseignants pas forcément formés, et ça veut dire également enseignants payés au SMIC. Ça, il faut le savoir. Et donc, on n'a pas forcément une école de qualité avec ce genre de professionnels qu'on va faire intervenir dans nos établissements. Merci Daniel, et merci à tous nos intervenants. Cette première intervention.
à votre disposition pendant toute la durée du congrès. Et l'intégralité de ces prises de parole se retrouveront sur la revue Défi souverainiste qui paraîtra en septembre. Et sur le YouTube. Et sur la chaîne YouTube des Patriotes, évidemment. Merci à vous, merci de votre attention.